Les jumeaux de Centre. Une histoire originale créée par Jérôme de Smet. Épisode 12. Une mère, un plan, un monstre. Flamme se rassit brutalement, ses jambes tremblaient. Son visage était devenu aussi blanc que la neige de Rekcha. Maman lui prit immédiatement la main. Mais Tu m'as toujours dit que ta mère était morte. Les yeux de Flamme restaient fixés sur la reine. moi aussi, Je le croyais. Sa voix se brisa. je l'ai vu mourir. Je l'ai vue. Elle secoua la tête, comme si son propre souvenir venait de la trahir. Puis, incapable de contenir ses émotions plus longtemps, elle se releva. Maman, Son cri fut immédiatement englouti par les hurlements du public, les tambours, les chants, les milliers de spectateurs. Personne dans l'arène ne pouvait l'entendre. il faut prévenir Mur. Il va tuer ma mère. Maman la serra contre elle. Mur ne tue que lorsqu'il n'a pas le choix. Flamme leva des yeux remplis de larmes. Il n'aura pas le choix. Elle mourra, ou il mourra. Sa respiration devenait saccadée. Ma mère a été élevée comme une guerrière depuis l'âge de 6 ans. Elle a tué plus d'hommes que je n'ai vu d'enfants heureux dans ma vie. S'il te plaît, il faut les prévenir. Maman acquiesça immédiatement. Très bien. Je m'en occupe. Elle fit quelques pas, puis s'arrêta. Non, viens avec moi. Elle attrapa la main de Flamme et toutes deux disparurent dans les couloirs labyrinthiques de l'arène, dans les gradins. Zéro, Kael et Lame se regardaient. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Kael. Lame haussa les épaules. Moi, après des années d'expérience. Les filles, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Il prit un air de vieux sage. Zéro leva un sourcil. T'as 18 ans, Lame. Exactement, et donc je sais ce que je dis. Zéro lui donna une claque derrière la tête au centre de l'arène. Le présentateur continuait. Mesdames et messieurs, la championne de Rekcha, Scarlett, la braise éternelle! Le silence tomba. Scarlett posa un genou dans le sable, puis frappa le sol de son poing. Phalange de braise. Une lueur rouge traversa ses avant-bras. Elle se releva lentement. Ses yeux n'étaient plus que des braises ardentes. Une aura de violence pure semblait l'entourer. Les spectateurs les plus proches reculèrent instinctivement. Mur fit un pas en arrière. Une première, depuis le début du tournoi. Quelque chose lui hurlait de ne pas attendre, de ne pas laisser ce combat durer. Le démolisseur décida de frapper en premier. Son poing fendit l'air. Scarlett esquiva. Mur continua. Gauche, Droite. encore. Chaque coup était monstrueux, Mais la guerrière du Nord glissait entre ses attaques. comme une flamme portée par le vent. Puis, Mur ne vit rien venir. Le poing de Scarlett frappa son sternum. La douleur explosa, Brutal, terrifiante. il recula. Mais le pire arriva une seconde plus tard. Une seconde vague, Une brûlure intérieure, comme si ses organes entraient en ébullition. comme si le feu s'était propagé sous sa peau. La peur. Une véritable peur. Mur chercha instinctivement ses amis dans les gradins. Le démolisseur n'existait plus. Il n'était plus qu'un enfant perdu. Un garçon qui cherchait un visage familier. Scarlett éclata de rire, Un rire rude. forgé par les tempêtes du Nord. Alors gros bébé, Tu cherches ta maman. Les spectateurs poussèrent un cri. Scarlett s'élança. Une avalanche de coups. Mur en esquiva 3. Le quatrième frappa sa mâchoire. Le géant s'effondra lourdement dans le sable. Le monde tournait. Le goût du sang envahissait sa bouche. Il avait mal. Terriblement mal. Mais cette douleur eut un effet inattendu. Elle le réveilla. Perdre, il pouvait accepter. Être ridiculisé. Jamais. Le public retenait son souffle, Scarlett leva déjà les bras. comme une victoire annoncée. Puis, Mur se releva. les gradins explosèrent. le démolisseur, Le démolisseur! le démolisseur. Le nom résonna dans toute l'arène. Scarlett se retourna. Son sourire disparut. Encore? Demanda-t-elle. Mur ne répondit pas. Il s'élança. Droit devant, sans réfléchir, sans s'arrêter. Son poing partit. Encore. Encore, Encore. encore. Scarlett paraît. Esquive, recule, mais la puissance du géant exigeait trop d'efforts. Chaque défense coûtait une énergie folle. Puis, le coup arriva, En seul, en plein visage. la tête de Scarlett partit sur les côtés. Le sang coula de sa lèvre, Elle sourit malgré la douleur. et ses yeux avaient changé. Elle avait mal. Vraiment mal. À partir de cet instant, Le combat devint autre chose, la définition même de la violence. le sable volait dans tous les sens. Les impacts résonnaient comme des coups de tonnerre, des spectateurs détournaient les yeux. D'autres pleuraient. Même les vétérans de l'arène n'avaient jamais vu une telle intensité. Minute après minute, Les deux combattants continuaient. toujours debout, toujours plus blessés, toujours plus déterminés. Et bientôt,
Il devint impossible d'imaginer. comment Scarlett pouvait encore tenir sur ses jambes. Mur, quant à lui, avait l'impression que son corps tout entier n'était plus qu'une immense boule de feu. Ses poumons brûlaient, Son sang brûlait, ses muscles brûlaient. mais paradoxalement, la souffrance était devenue si intense qu'il ne sentait presque plus les coups de Scarlett, Chaque impact paraissait lointain. comme si son corps avait abandonné l'idée même de ressentir autre chose. Puis, un coup parti, Mal placé, terriblement mal placé, le poing de Mur heurta la tempe de Scarlett. Le monde disparut autour d'elle, ses jambes cédèrent. Mur la rattrapa avant sa chute. Sa grande main se referma autour de sa gorge. Son autre poing se leva. Toute l'arène retint son souffle. Le silence, Un silence irréel. Mur respirait difficilement. Du sang coulait le long de son visage. abandonne. Ou meurt. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Scarlett releva lentement les yeux. La plus grande guerrière que cette arène ait jamais connue. La femme qui avait affronté les tempêtes du Nord, qui avait vu mourir des amis, des ennemis, des familles entières. Elle cracha au sol, puis sourit. Fais ton office, bourreau. Le poing de Mur trembla, et soudain, Non, Mur, non! cette voix, il la connaissait. Maman, Mur tourna instinctivement la tête au premier rang. Les gardes retenaient Maman et Flamme, mais elle hurlait. trop tard. Le poing s'abattit. Boum! Le visage de Scarlett disparut sous l'impact. Son corps s'effondra, Inerte, sans le moindre mouvement. Le silence dura une seconde, puis l'explosion. Le démolisseur! L'arène entière était en délire. Le peuple d'Atriarche n'avait jamais vu un combat pareil. Des hommes pleuraient, des femmes hurlaient, les bardes criaient déjà qu'ils écriraient des chansons sur cette soirée. Mur, lui, Ne voyait rien. Son regard était fixé sur Flamme, elle n'avait pas bougé. Son visage était vide. complètement vide. Maman l'attrapa immédiatement. Flamme, ma chérie! Respire. Respire, s'il te plaît. La jeune femme était en apnée, elle ne s'en rendait même pas compte. Ses lèvres devenaient bleues. Puis, elle inspira brutalement et sauta dans l'arène. Elle traversa le sable en courant. Il n'y avait plus de larmes dans l'échelle de la douleur. Elle avait dépassé les larmes depuis longtemps. Elle tomba à genoux près du corps. Vite! Il faut la sauver! Maman arriva 2 secondes plus tard. Mur regardait la scène, complètement perdue. Qu'est-ce que je fais? Maman releva la tête. Ses yeux étaient remplis de détresse. C'est sa mère, Mur. Le géant tomba à genoux, comme frappé par la foudre. Non. Les médecins de la reine arrivèrent enfin. 2 brancardiers chargèrent Scarlett. Toute la troupe les suivit dans les profondeurs du bâtiment. Les couloirs sentaient le sang, L'humidité, le vieux bois. Ils pénétrèrent dans une pièce qui ressemblait davantage à une boucherie abandonnée qu'à un véritable dispensaire. Des bassines rouillées, des outils suspendus au mur, des traces de sang séché. Un vieux médecin aux cheveux gris se tourna vers eux. vous restez ici. Nous viendrons vous chercher quand vous pourrez voir le corps. Clac, une gifle monumentale. Le vieil homme chancela, Flamme le regardait. les yeux remplis de flammes. Sevait ma mère. Où je brûle cette arène et cette ville de merde avec. Le médecin déglutit difficilement. Puis referma la porte. Quel Zéro, Féline et l'âme n'avaient toujours rien compris. Personne n'était revenu. Le combat était terminé depuis plusieurs minutes. L'arène se vidait peu à peu. Les marchands repliaient leurs étals. Les derniers spectateurs commentaient encore le duel exceptionnel entre Mur et Scarlett. L'inquiétude commençait à gagner le petit groupe. Zéro rompit finalement le silence. Allons les attendre à l'auberge. Après chaque combat, nous nous retrouvons toujours là-bas. Ils finiront bien par venir. Puis il se tourna vers l'âme. Toi, va jeter un œil à la boulangerie. Ils sont peut-être rentrés directement sans que nous les ayons vus, J'y vais. répondit l'âme avant de disparaître au pas de course, quelques minutes plus tard. Kael, Zéro et Féline arrivèrent devant la grande auberge de la reine comme chaque soir de tournoi. Elle débordait de monde, les shops s'entrechoquaient. Les bardes chantaient déjà les exploits du démolisseur. Des serveuses zigzaguaient entre les tables chargées de bière et de viande grillée. L'odeur du pain chaud se mélangeait à celle des épices. Kael balaya la salle du regard. Ils ne sont pas là, Zéro acquiesça. en même temps. Quand Mur est dans une taverne, c'est difficile de ne pas le remarquer. Il est grand comme une maison. Et il est toujours suivi par une meute de jeunes femmes surexcitées. Même Féline esquissa un léger sourire. Ils finirent par remarquer une unique table encore libre. Enfin, presque.
un homme était déjà installé. Horace, Le champion d'Orvandir, seul. une bière entre les mains. Kael s'approcha. Excusez-nous? Pouvons-nous nous asseoir avec vous? Le grand guerrier leva immédiatement sa chope. Mais bien évidemment. Les amis du démolisseur, et qui plus est, des gens d'Orvandir, seront toujours les bienvenus à ma table. Merci, répondirent les compagnons presque en même temps. Féline, elle, restait silencieuse, son regard était perdu dans sa bière. Horace le remarqua. Vous semblez inquiète, elle leva lentement les yeux. Mur. Le combat était terrible, peut-être est-il gravement blessé. Maman et Flamme sont sûrement auprès de lui. Et moi, je suis ici à boire une bière. Sa voix tremblait légèrement. Zéro posa doucement une main sur son épaule. Nous avons tous vu le combat, Oui, il est blessé. mais nous l'avons vu se relever. Il allait bien. Féline hocha doucement la tête. C'est vrai. Alors, que font-ils? Kael souffla. Je n'en sais rien, mais Flamme était vraiment étrange avant le combat. Quelque chose n'allait pas. Le serveur venait à peine de déposer les chopes sur la table que les deux jumelles rousses firent irruption dans l'auberge. Essoufflé. Le visage paniqué, elles cherchaient quelqu'un du regard, puis aperçurent enfin les compagnons. Elles traversèrent la salle en courant. Nous, La boulangerie, Tariq, l'âme, capturé. vite. Toute la table resta figée. Personne n'avait compris un mot. Zéro leva calmement les mains. Respirez, Puis racontez-nous tout, dans l'ordre. et si possible. De façon compréhensible, les deux jeunes femmes reprirent leur souffle, puis parlèrent presque d'une seule voix. Des hommes de Tariq sont arrivés à la boulangerie, Ils torturent Isabelle. son mari et leurs enfants. Nous pensons que c'est vous qu'ils cherchent. Le visage de Kael se figea. L'âme, Il est arrivé au pire moment. Un Templier l'a capturé. Il l'emmène vers le palais. en ce moment même. Le silence tomba sur la table. Nur n'est pas avec vous? Demanda timidement l'une des jumelles. Puis, presque honteuse, elle ajouta. Vous lui direz que c'est nous qui vous avons prévenu. Zéro secoua la tête. Oui, enfin, Ce n'est vraiment pas le moment. rentrez chez vous. Merci. Les deux jeunes femmes repartirent de sitôt. Les quatre compagnons se rapprochèrent instinctivement autour de la table. Leurs voix devinrent de simples murmures. Zéro prit la parole. Des idées? Horace réfléchit quelques secondes, puis répondit. Une chose est certaine, Vous ne devez surtout pas retourner à la boulangerie. je peux vous cacher chez moi. Enfin, la maison n'est pas vraiment à moi. Mais c'est tout comme. Kael acquiesça immédiatement. C'est une excellente idée. Merci, Horace. Zéro poursuivi. Maintenant, Le plus urgent est de retrouver maman. Mur et Flamme, S'il retourne à la boulangerie. ils sont perdus. Féline se leva. Je retourne à l'arène. S'ils sont encore là-bas, Je les trouverai. retrouvons-nous ici, dans 1 heure. Kael se leva à son tour. Moi, je vais essayer de retrouver la trace de l'âme. Je reviendrai dès que j'aurai des nouvelles. Enfin, Zéro conclut. Horace et moi restons ici. Au cas où les autres passeraient par l'auberge. Il regarda chacun de ses compagnons. À tout de suite. Personne ne répondit. Tous avaient le même pressentiment. La nuit qui commençait allait bouleverser leur destin. Kael sortit de l'auberge sans perdre une seconde. Il se mit à courir à travers les derniers badauds qui erraient encore dans les rues d'Atriarche. La ville vivait toujours au rythme de la semaine de l'impératrice. Les tavernes débordaient de rire. Les marchands de viande terminaient leur dernière brochette. Les filles de joie interpellaient les passants d'une voix enjôleuse. Mais dès qu'un cavalier noir ou un homme de Tariq apparaissait au détour d'une rue, Kael ralentissait aussitôt le pas. Il adoptait une démarche calme, presque nonchalante, comme un simple habitant rentrant chez lui. Puis, dès qu'il disparaissait de son champ de vision, il repartait au pas de course. Depuis près d'1 semaine, il connaissait désormais les ruelles discrètes, les passages oubliés, les cours intérieures et les escaliers dérobés qui serpentaient autour du palais impérial. Chaque jour, il avait exploré le quartier. Chaque nuit, il avait mémorisé un nouveau raccourci. Chaque pierre pouvait un jour devenir la clé de l'évasion de Lyra. Il en était convaincu. Le Templier emmènerait forcément son prisonnier par la porte principale. Ces hommes aimaient exhiber leur prise. Ils vivaient pour être admirés par leurs semblables. Kael se glissa derrière une vieille fontaine fissurée, juste en face de l'immense entrée du palais. À quelques centaines de mètres seulement se trouvait également le couvent où Lyra était enfermée. Il jeta un regard vers ces hautes murailles. Tiens bon,
Quelques gouttes de pluie commencèrent à tomber, Une pluie fine, presque silencieuse. le temps semblait suspendu. Puis, une immense silhouette apparut au bout de l'avenue principale. Kael retint immédiatement son souffle. C'était bien eux. Le Templier avançait d'un pas lent mais implacable. D'une seule main, il tenait l'âme à la gorge. Le jeune homme pendait dans le vide comme un simple sac de toile. Son corps se balançait au rythme de chacun des pas du géant d'acier. Son visage était méconnaissable, Gonflé, couvert de sang et d'échymoses. Impossible de savoir s'il était encore conscient. aucun cri, Aucune plainte, seulement le bruit métallique de l'armure résonnant dans l'avenue. Clan, clan, clan. Les poings de Kael se serrèrent, chaque fibre de son corps lui hurlait de bondir, de se jeter sur le Templier. de sauver son ami. Mais il connaissait déjà l'issue, Ce serait un suicide. et l'âme mourrait malgré tout, Il resta immobile. le cœur déchiré. Une question lui traversa soudain l'esprit. Va-t-il enfermer l'âme avec l'Ira? Cette idée, aussi étrange soit-elle, lui apporta un mince réconfort. Au moins, Elle ne serait plus seule, mais le Templier continua tout droit. sans tourner vers le couvent, Il franchit les immenses portes du palais impérial. Kael sentit une étrange déception lui serrer la poitrine. Il aurait tant voulu que l'Ira ait un visage ami auprès d'elle, Quelqu'un à qui parler. quelqu'un pour lui rappeler qu'elle n'était pas oubliée. Il secoua doucement la tête. Ce n'était pas le moment. Il s'approcha discrètement de l'entrée du palais. À peine avait-il franchi quelques mètres qu'il aperçut des dizaines de gardes impériaux, Des hallebardes, des arbalétriers, des cavaliers noirs. des prêtres de Tariq. Impossible d'aller plus loin. Le moindre pas supplémentaire signerait sa mort. Kael resta quelques secondes à observer les allées et venues des soldats. Essayant malgré tout de retenir chaque détail, Chaque porte, chaque couloir visible. chaque garde. Puis il poussa un profond soupir. Ce soir, il ne pouvait rien faire de plus. À contre-cœur, il rebroussa chemin. La pluie tombait désormais un peu plus fort, et tandis qu'il retournait vers l'auberge, Une seule pensée occupait son esprit. Le temps jouait contre eux. Kael décida de rentrer en passant devant le couvent. Peut-être apercevrait-il sa sœur, même de loin. Un simple regard suffirait. Lorsqu'il arriva près de la grande grille, une charrette bâchée était arrêtée devant l'entrée. Il ralentit aussitôt. La nuit était tombée. La pluie fine continuait de tomber, étouffant les bruits de la ville et dissimulant ses pas. Il se glissa dans un renfoncement. À moins de 6 mètres de la charrette, de là, il pouvait tout observer sans être vu. 2 cavaliers noirs faisaient descendre une famille, une mère, une petite fille d'environ 6 ans et un garçon d'une dizaine d'années. La femme pleurait toutes les larmes de son corps. Je vous en supplie, pas mes enfants, Prenez-moi. laissez-les partir. Les cavaliers noirs éclatèrent de rire. Trop tard, les ordres sont les ordres, tu devrais être fier, tes petits vont servir une grande cause. Il riait comme si la détresse de cette mère était un spectacle. Le cœur de Kael se serra. La famille franchit la grille. Les lourdes portes se refermèrent lentement, étrangement, sans violence, sans cri, seulement dans un silence pesant. Les 2 gardes s'installèrent ensuite contre le socle d'un immense pilier. Ils sortirent chacun leur pipe, l'un d'eux souffla un long nuage de fumée. Ah, on l'a bien mérité, celle-là. Kael s'apprêtait à repartir. Les gardes l'empêchaient de s'approcher de la grille. Il ne verrait pas l'Ira cette nuit. Mais quelque chose le retint. Le ton de leur conversation. Ils semblaient parler librement sans se soucier d'être entendus. Il resta immobile. Chaque mot pouvait avoir de la valeur. Plus que 3 jours. Et on vide enfin ce camp. L'autre ricana. Tu parles. Il sera rempli aussi vite qu'on l'aura vidé. Pas cette fois. Les ordres ont changé. Tous les prochains souillés partiront directement pour Tariq. Kael retint son souffle. Le premier garde poursuivit. Le grand prêtre Odys quitta Triarche dimanche soir, juste après la finale du tournoi de pugilat. Il escortera personnellement les souillés. Il doit être présent aux côtés de l'impératrice pendant la cérémonie de clôture, même s'il ne peut pas la voir en peinture. Les 2 hommes éclatèrent de rire. Et nous? Demanda le second. Nous, on emmène les traîtres à Néroast. Direction les mines, ils n'en sortiront jamais. Le silence retomba quelques secondes. Puis le plus jeune reprit. Et Caliste? Tu sais où il est? À Tariq. Avec le grand ordonnateur Revenir, il prépare la cérémonie du sacrifice, celle qui permettra la résurrection de Tariq. Le jeune garde fronça les sourcils. Pourtant,
On raconte que Caliste n'est pas très enthousiaste à l'idée de faire revenir un dieu sur terre. Son compagnon haussa les épaules. Va savoir. Puis il lui donna une petite tape derrière la tête. Dis donc, comment tu sais tout ça, toi? L'autre prit un air fier. Parce que, contrairement à toi... Je ne suis peut-être pas un simple grouillot. Le premier éclata de rire. Arrête un peu, je connais ton père. Et crois-moi, ce n'était pas une lumière. Tu es son portrait craché. Les deux hommes rirent de bon cœur. Puis le plus bavard reprit. Tiens, Je peux même te dire que samedi soir, tous les cavaliers noirs seront mobilisés dans l'arène. Le second haussa un sourcil. n'importe quoi. Encore faut-il que la sœur de Caliste gagne son combat demain soir. Tu ne peux pas prédire ça. Oh que si. Personne ne peut la battre. Elle a remporté tous ses combats. Et tous ses adversaires sont morts. Le jeune garde haussa les épaules. Tant mieux pour elle. Moi, vendredi soir, je suis de garde ici. Les prêtres sont en pleine préparation du départ. Ils nous ont refilé tous les postes du couvent. Peut-être, mais samedi, s'ils déplacent vraiment tout le monde vers l'arène. Il ne restera presque personne devant ces grilles. Et qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire? Ces chiens de souillés? Ils ne sont pas capables d'organiser une révolte. Exactement. Et puis le combat ne durera pas longtemps. Sauf si elle tombe contre le démolisseur. Le second éclata de rire. Le démolisseur? Ou n'importe qui d'autre. Elle le tuera en moins de 10 minutes, comme tous les précédents. Le silence retomba. Dans sa cachette, Kael avait le cœur qui battait à tout rompre. En quelques minutes à peine. Il venait d'apprendre davantage que pendant toute une semaine d'espionnage. Samedi soir, le couvent serait presque sans défense. Une occasion inespérée. Mais ce n'était pas tout. La sœur de Caliste participait, elle aussi, au tournoi. Une femme capable de tuer tous ses adversaires. Un œuf à l'ennemi. Ou peut-être une pièce essentielle du plan. Kael inspira profondément. Toutes ces informations devaient être partagées au plus vite. Il quitta discrètement sa cachette et reprit le chemin de l'auberge. Tandis que la pluie tombait, désormais plus fort sur les pavés. Féline arriva devant les immenses portes de l'arène. Un garde impérial lui barra immédiatement le passage. Les combats sont terminés pour ce soir, ma petite dame revenait demain. Féline s'immobilisa, son œil gauche tressaillit. Le garde eut juste le temps de comprendre qu'il avait probablement choisi les mauvais mots. Clac! La gifle résonna jusque sous les voûtes de l'arène. Le pauvre soldat fit un demi-tour sur lui-même avant de tomber à genoux, complètement sonné. Il leva des yeux hagards vers la jeune femme. Féline pointa un doigt sous son nez. Je ne suis pas ta petite dame. Compris? Le garde acquiesça mécaniquement. Est-ce que le démolisseur est encore là? Le soldat ouvrit la bouche. Ses yeux roulèrent dans leurs orbites, puis il s'effondra, inconscient. Féline soupira. Mais c'est quoi, ces gardes en écume de mer? Elle enjamba tranquillement le corps et entra dans l'arène. Les gradins étaient presque vides. Quelques ouvriers remplaçaient le sable imbibé de sang. D'autres réparaient les barrières brisées pendant les combats. Son regard fut attiré par une agitation près de l'entrée des coulisses. Un jeune tueur de mages discutait vivement avec plusieurs gardes impériaux. À côté de lui se tenait un immense templier de Tariq, silencieux comme une statue. Féline s'approcha discrètement. Elle comprit rapidement la raison de leur présence. Je vous dis que nous sommes ici pour arrêter la guerrière nommée Scarlett. Elle a utilisé de la mana pendant le combat. Vous savez aussi bien que moi que c'est interdit. Le jeune tueur de mages semblait nerveux, sans doute sa première véritable mission. Le templier, lui, ne disait pas un mot. Il observait simplement. Féline leva les yeux au ciel. Leur dispute ne l'intéressait absolument pas. Elle voulait retrouver Mur. Rien d'autre. Passer devant eux semblait impossible. Elle fit demi-tour. Puis aperçut un nettoyeur qui disparaissait derrière une petite porte discrète, presque invisible dans le mur. Sans réfléchir davantage, elle s'y glissa. Le couloir était sombre. Une odeur de sang, de sueur et d'excréments d'animaux flottait dans l'air. Des ouvriers s'affairaient à nettoyer les lieux pour les combats du lendemain. Le passage suivait la courbe de l'arène. On ne voyait jamais très loin devant soi. Puis, une voix. Flamme. Féline accéléra aussitôt. Elle tourna le couloir en courant. Enfin? Vous êtes là? Mais qu'est-ce que vous faites encore ici? Mur. Maman. Flamme. Tous trois la regardaient comme si une poule venait de sortir un couteau pour détrousser un chevalier. Mur s'avança immédiatement. Sans réfléchir.
Il la serra dans ses bras avant de déposer un baiser sur ses lèvres. Je pensais ne jamais te revoir. Féline sourit. C'est mignon. Mais ça ne répond toujours pas à ma question. Vous vous rendez compte qu'on se fait un sang d'encre? Vous savez combien ça coûte, l'encre? Personne ne rit. Flamme était incapable de parler. Maman la soutenait toujours. Mur répondit finalement d'une voix lasse. La femme que j'ai battue ce soir. Elle est entre la vie et la mort. Il baissa les yeux. C'est la mère de Flamme. Le sourire de Féline disparut aussitôt. Quoi? Elle regarda successivement Flamme, Mur et la porte du dispensaire. Incroyable. Puis une idée lui traversa l'esprit. Attendez, Le tueur de mages dehors. il est venu arrêter ta mère. Parce qu'elle a utilisé la mana pendant le combat. Flamme se redressa d'un bond. Quoi? Oui, Un jeune tueur de mages. et un templier immense comme un cheval. Ils sont là pour elle. Flamme fixa la porte du dispensaire. Puis Mur. Mur! La porte, Mur ne posa aucune question. Il leva simplement le pied. Boum! La porte ne s'ouvrit pas. Elle traversa littéralement la pièce avant d'aller s'écraser contre un mur. Les médecins sursautèrent. Flamme entra la première. Comment va-t-elle? Le chirurgien, encore sous le choc, répondit. Elle est vivante. Mais elle marche sur un fil à la moindre complication. Nous la perdrons. Si elle survit à cette nuit, Ses chances seront bonnes. Flamme hocha lentement la tête. Puis regarde un mur. Tu as entendu? Pas de mouvement brusque, on l'emmène. Le médecin écarquilla les yeux. Quoi? Non. Vous ne devez surtout pas. Mur souleva Scarlett avec une délicatesse surprenante. Comme s'il portait un nouveau-né. Le chirurgien s'étrangla. Revenez immédiatement! Vous allez la tuer! Personne ne l'écouta. Ils sortirent du dispensaire. Féline prit la tête. À gauche, Au bout du couloir, il y a une porte de service. on évitera les deux abrutis de Tariq. Le groupe s'engagea dans le passage. À peine avaient-ils quitté le dispensaire qu'ils entendirent un garde impérial protester contre les deux envoyés de Tariq. Féline s'arrêta. Je m'en occupe. Allez directement à l'auberge. Zéro vous attend. Flamme secoua la tête. Je reste avec toi. Certainement pas. Tu restes avec ta mère. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas assez folle pour attaquer deux hommes de Tariq. Un sourire malicieux éclaira son visage. Enfin, pas sans raison. Ils se séparèrent. Grâce au passage de service, Mur, Maman, Flamme et Scarlett quittèrent l'arène sans encombre. Le seul obstacle fut un garde impérial profondément endormi devant la sortie. Mur le regarda quelques secondes. Lui, il mérite une promotion. Le groupe disparut dans la nuit. Pendant ce temps, Féline rejoignait tranquillement les deux serviteurs de Tariq. Laissez. Je m'occupe d'eux. Vous pouvez retourner à votre poste. Le garde impérial, ravi qu'on lui enlève ce problème, salua rapidement avant de s'éloigner. Le jeune tueur de mages se tourna vers Féline. Qui êtes-vous? Il n'eut jamais le temps de terminer sa phrase. La dague de Féline trancha sa gorge d'un seul mouvement. Le sang jaillit sur l'armure du Templier. Sans attendre, elle pivota et attaqua le colosse. Sa lame glissa sur l'acier. Aucune ouverture. Le Templier dégaina son immense épée. Le premier coup fendit l'air, le second fit éclater les pavés. Féline esquivait avec une agilité presque irréelle, puis elle remarqua une faiblesse sous le bras, à l'articulation de l'armure. Lorsque le Templier leva son épée pour porter un coup vertical, elle plongea sous sa garde. Sa dague s'enfonça profondément dans l'interstice. Le géant poussa un rugissement de douleur, Féline passa immédiatement dans son dos, bondit sur ses épaules arracha son casque. et planta sa lame jusqu'à la garde dans son œil droit. Le colosse resta immobile une seconde, puis s'effondra lourdement. Le sol trembla sous son poids. Féline essuya tranquillement sa lame. Elle passa la tête par la porte du dispensaire. Je vous laisse deux patients de plus dans le couloir. Bonne soirée. Puis elle repartit, un léger sourire aux lèvres. Mur allait bien. Et avec un peu de chance, dans quelques minutes, elle retrouverait les bras du seul homme capable de la faire rougir. La porte de l'auberge s'ouvrit brusquement. Zéro et Horace levèrent immédiatement la tête. Mur apparut le premier. Scarlett inconsciente dans ses bras. Derrière lui marchaient Flamme et Maman, trempées par la pluie. Par les dieux, souffla Horace.
Quelques secondes plus tard, Kael entra à son tour, suivi de Féline. Le soulagement fut immense. Ils étaient enfin tous réunis. Enfin, presque. L'âme demanda aussitôt Mur. Le silence répondit. Kael baissa les yeux. Ils l'ont capturé. Mur serra les dents. Flamme s'approcha. Plus tard, il faut d'abord sauver ma mère. Horace acquiesça immédiatement. Vous ne pouvez pas rester ici. Si Tariq vous cherche, cette auberge sera le premier endroit fouillé. Il se leva. Suivez-moi. Ils quittèrent discrètement la taverne et traversèrent plusieurs ruelles avant d'arriver devant une grande demeure de pierre entourée d'un haut mur. Horace sortit une lourde clé. Voici la résidence du diplomate d'Orvandir à Atriarche. Depuis le début de la guerre, elle est vide. Avant de quitter la ville, notre ambassadeur m'a confié les clés pour toute la durée du tournoi. La porte s'ouvrit. L'intérieur était silencieux, propre, presque luxueux. Ils étaient en sécurité. Mur déposa délicatement Scarlett sur un grand canapé pendant que Flamme s'agenouillait aussitôt à ses côtés. Personne ne parla durant quelques instants. Puis Zéro rompit le silence. Bon, maintenant, racontez. Kael inspira profondément. J'ai suivi le Templier qui a capturé l'âme. Il l'a emmené directement au palais. Pas au couvent. Impossible de le suivre plus loin. Le visage de Mur s'assombrit. Kael poursuivit. Ensuite, je suis passé devant le couvent. J'y ai surpris une conversation entre deux cavaliers noirs. Tout le monde releva la tête. Dimanche soir, les prisonniers partiront pour Tariq avec le grand prêtre Odys. Les autres captifs seront envoyés à Néroast pour travailler dans les mines. Un lourd silence s'installa. Puis Kael reprit. Mais surtout, samedi soir, la sœur de Caliste combat dans le tournoi. Les cavaliers noirs ont reçu l'ordre d'aller assister au combat. Les gardes du couvent seront presque tous réquisitionnés pour la sécurité de la reine. Les yeux de Zéro s'illuminèrent. Tu veux dire? Oui, Kael acquiesça. c'est certainement notre meilleure occasion de faire sortir Lyra. Tous comprirent immédiatement l'importance de cette information. Zéro se tourna ensuite vers Féline. Et toi? Elle haussa les épaules. Les deux idiots de Tariq ne devraient plus nous déranger. Mur fronça les sourcils. Comment ça? Ils sont avec les médecins. Elle esquissa un petit sourire. Disons qu'ils ne risquent plus de quitter le dispensaire. Même dans cette situation, Zéro laissa échapper un léger rire. Je préfère ne pas demander les détails. La pièce retrouva son calme. Au dehors, elle put y frapper doucement les vitres. À l'intérieur, chacun réalisait enfin l'ampleur de la situation. Scarlett luttait entre la vie et la mort. L'âme était prisonnier. Lyra devait être sauvée avant dimanche. Ils avaient peut-être une véritable chance. Zéro posa lentement les deux mains sur la table. Son regard passa de Mur à Kael, puis à Flamme, et enfin à Féline. Très bien. Nous avons une occasion unique. Mais une question reste entière. Comment fait-on pour s'introduire dans le palais, libérer l'âme, infiltrer le couvent, sauver Lyra et ressortir vivant? Une goutte d'eau tomba du plafond, puis une deuxième. L'âme ouvrit lentement les yeux. Sa tête lui donnait l'impression d'avoir été frappée par un bélier. Il tenta de bouger. Impossible. Ses poignets étaient solidement attachés aux accoudoirs d'un lourd fauteuil de bois. Ses chevilles également. La pièce était presque entièrement plongée dans l'obscurité. Seule une lampe à huile éclairait une grande table couverte d'instruments dont il préféra détourner les yeux. Une porte grinça. La porte s'ouvrit lentement. Un homme entra. Grand, massif, il avançait avec une lenteur presque cérémonieuse. Son crâne entièrement rasé était couvert d'étranges cicatrices et de tatouages rouges sombres qui serpentaient jusqu'à sa nuque, comme si la peau elle-même avait été marquée par le feu. Son visage était d'une froideur terrifiante, des traits durs, une mâchoire carrée, des lèvres fines et un regard noir où ne subsistait plus la moindre trace de compassion. Il ne respirait ni la colère ni la folie, seulement une sérénité inquiétante, celle d'un homme parfaitement à l'aise avec le mal qu'il s'apprêtait à commettre. Il portait une lourde armure d'acier noirci usée par les campagnes, gravée de symboles rouges incandescents rappelant les flammes de Tariq malgré son poids. Chacun de ses pas était silencieux, maîtrisé, comme celui d'un prédateur certain de sa victoire. À sa ceinture pendait une courte lame à la garde sobre, davantage un outil qu'une arme de guerre. Dans les geôles de Tariq, Moldo n'avait jamais eu besoin d'une grande épée. Il referma doucement la porte derrière lui,
posa un trousseau de clés sur la table et adressa à l'âme un sourire presque paternel. C'était sans doute ce sourire qui faisait le plus peur, celui d'un homme qui prenait un plaisir sincère à faire souffrir les autres. Il prit une chaise et s'assit face à l'âme. Il croisa les mains. « Bonsoir. » Sa voix était douce. Presque chaleureuse. « Permettez-moi de me présenter. » Il inclina légèrement la tête. « Inquisiteur Moldo. » « J'ai le plaisir de passer cette nuit en votre compagnie. » L'âme ne répondit pas. Moldo sourit davantage. « Vous, en revanche, vous n'êtes pas un souillé de mana. Intéressant. » Il observa longuement le jeune homme, comme un artisan examinant une pièce rare. « En revanche, vous fréquentez manifestement des personnes qu'il serait très regrettable de laisser en liberté. » Il se leva tranquillement, commença à marcher autour de son prisonnier. Voici le programme de notre soirée. Moi, je vais vous faire souffrir comme vous n'avez jamais souffert de toute votre vie. Et vous? Vous allez très gentiment répondre à quelques questions. Il s'arrêta derrière l'âme. Où puis-je trouver vos compagnons? Combien sont-ils? Combien de souillés de mana voyagent avec vous? Le silence. L'âme fixa le mur devant lui. Sans un mot? Le sourire de Moldo s'élargit. Très bien. J'espérais que vous commenceriez par refuser. Il prit calmement un petit couteau parfaitement aiguisé sur la table, le regarda quelques secondes, satisfait de son tranchant. Puis il revint vers l'âme. Cela rend notre rencontre beaucoup plus intéressante. Un cri déchira les profondeurs du palais. La pluie continua de tomber sur Atriarche. Et, dans une maison à l'autre bout de la ville, les compagnons de l'âme ignoraient encore que cette nuit le changerait à jamais.